Faut les rabattre les autres en haut, là. Bonjour à tous, on va commencer quand même. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette avant-dernière table ronde de cette journée de colloque de diplomatie intitulée « Le leadership français contesté au sein de l'Europe, entre engagement et limites face au conflit russo-ukrainien ». Nous sommes honorés de vous accueillir autour de cette table ronde qui traite d'un sujet brûlant et de l'avenir de la France au sein de l'Europe, elle qui, depuis des siècles, a été le témoin et l'actrice des tumultes de l'histoire millénaire du vieux continent. Comme nous avons tous pu l'entendre, le lire et le voir particulièrement ces dernières semaines, l'Europe est à un tournant de son histoire. La guerre en Ukraine et les évolutions récentes sur la scène internationale soulèvent des interrogations quant à l'avenir de la défense du continent. Les doutes concernant la solidité du couple franco-allemand sont plus que jamais présents. À cela s'ajoute la fracture politique incarnée par la Hongrie, qui arbore une position marginale alors que les 26 autres pays de l'Union européenne cherchent à réarmer et ou à développer, peut-être trop tard, l'autonomie stratégique de l'Europe. Dans ce contexte complexe et incertain, la France semble tenter de reprendre une position de leadership aux côtés de l'Allemagne. En tant que membre historique de l'Union européenne, ce couple franco-allemand, tel un kintsugi européen, paraît se renforcer au travers des tensions et des défis qu'il rencontre. Il participe activement aux nombreuses discussions que l'on peut observer récemment et qui façonnent l'avenir de notre continent. Cependant, face aux grandes puissances et aux enjeux contemporains, la France peut-elle se féliciter d'un véritable repositionnement stratégique réussi ou s'accroche-t-elle à un espoir vain ? Afin d'aider à répondre à nos nombreuses questions, nous avons l'honneur d'accueillir deux experts, M. Ulrich Bouna et M. Olivier Védrine. Tout d'abord, merci à vous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Monsieur Ulrich Bouna, vous êtes analyste géopolitique spécialisé dans la Russie, la communauté des États indépendants et les Balkans, chercheur associé à Open Diplomacy France. Vous êtes aussi chercheur associé depuis ce début d'année auprès de Eurocreative, think tank français sur l'Europe centrale et orientale. Monsieur Olivier Védrine, vous êtes professeur, journaliste et ancien conférencier de la Commission européenne au sein du réseau d'experts Team Europe. Vous êtes membre du conseil d'administration du Club démocratique russe en France. Vous intervenez régulièrement sur LCI, BFM TV, France Info TV et sur les télévisions étrangères et écrivez dans la Tribune de Genève. Alors, cher Monsieur Bouna, cher Monsieur Védrine, sans plus tarder, nous allons aborder notre discussion sur cette thématique européenne où nous allons entamer notre discussion par le premier axe de notre questionnement sur la place de la France dans l'Europe d'aujourd'hui, entre repositionnement et marginalisation. Pour une brève contextualisation, depuis plusieurs décennies, nous constatons que la France a joué un rôle clé dans la construction européenne et le maintien des équilibres en Europe centrale et orientale. Toutefois, avec l'évolution des rapports de force régionaux et la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Pologne, l'Italie, la Hongrie, comment la France peut-elle redéfinir son influence et adapter sa diplomatie pour rester un pilier stratégique au sein de l'Union européenne. Cher monsieur, je vous laisse la parole. Je peux commencer. Bon, déjà, merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je dirais, en fait, avant de commencer peut-être à focaliser sur l'Europe, je ferai un zoom un retour arrière pour reprendre aussi un petit peu ce qu'ont dit certains des autres intervenants. Je pense qu'on est dans un monde où finalement, déjà, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain, surtout quand on regarde ce qui se passe à la Maison-Blanche, où les avis peuvent changer d'une heure à l'autre. On est aussi dans un monde où, pour le coup, il n'est même plus, à mon sens, multipolaire. On est dans un monde presque apolaire, finalement, où la plupart des États, en tous les cas, ne sont plus du tout alignés ou participent à des alliances. On est sur des États qui, pour la plupart d'entre eux, choisissent, en fait, en fonction de leurs intérêts propres. Les exemples les plus parlants à cet égard-là sont des exemples par exemple la Turquie, l'Inde, le Brésil, qui, eux, pour le coup, peuvent tout à fait, dans le cadre de la guerre en Ukraine, avoir des relations commerciales florissantes avec la Russie, tout en estimant qu'il est inadmissible que la Russie envahisse son voisin et ne respecte pas les frontières internationales. Donc voilà, donc dans ce monde-là, on va dire, où finalement il n'y a plus vraiment de précaré, où plus vraiment aucun État ne peut se prévaloir d'avoir des États qui le suivent aveuglément. Encore une fois, Donald Trump est le parfait exemple. Il réussit à dresser contre lui le Canada, qui est quand même l'un des États qui, jusqu'à présent, était quand même le plus pacifiste et le plus pro-américain. Pareil pour le Danemark. Donc dans ce cadre-là, je dirais même la Russie, finalement, en Asie centrale, la Russie n'a plus l'influence qu'elle avait. On voit que la plupart des États d'Asie centrale essaient d'avoir une politique multipolaire. Et donc je vais répondre un peu par la contraposée, c'est-à-dire
la recette de la marginalisation, en fait, à mon sens, c'est plutôt, en fait, justement, d'avoir une espèce d'approche néo-impérialiste, ou en tout cas, comme ça a été dit tout à l'heure, très paternaliste. Si on remonte, si pour le coup maintenant on se focalise un peu sur l'Europe, quand on repense à la déclaration de Jacques Chirac en 2003 disant aux Européens qu'ils auraient mieux fait de l'Est, en tout cas déjà d'Europe centrale, qu'ils auraient mieux fait de se taire, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement mal passé, parce que justement ces États en fait ont leur propre vision du monde, vision du monde qui pour le coup, notamment vis-à-vis de la Russie, a été plus que confirmée avec l'histoire. Et donc effectivement, il faut désormais, je pense, avoir une approche, c'est vrai pour toutes les diplomaties, c'est vrai surtout pour la diplomatie française, une approche qui va être basée, on va dire, sur le respect, déjà d'une part, et la prise en compte de la complexité du monde et surtout des intérêts propres de chaque pays. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'adopte pas une posture où finalement on va moins dire aux autres ce qu'il faut faire, donc on parlait tout à l'heure d'arrogance, si on n'abandonne pas cette arrogance qui va consister à dire aux Européens qu'on sait mieux que tout le monde ce qu'il faut faire, effectivement, ça va être extrêmement compliqué et on va être marginalisé au profit de pays, l'Italie, la Pologne, effectivement, la Pologne qui est moteur désormais en Europe centrale, qui essaye justement de se positionner en leadership, parce que justement, elle peut dire aux autres pays d'Europe, les Baltes, les Tchèques, même les pays de la Baltique, peut leur dire, je comprends ce que vous vivez en termes de risques stratégiques, je peux m'aligner avec vous. Donc à mon sens, voilà, les premières étapes, c'est effectivement le respect, la prise en compte des intérêts de l'autre, hein, finalement, travailler en partenariat et pas simplement, on va dire, prendre le leadership et estimer que tout nous est dû. Ça, c'est un premier point. Je pense que c'est aussi proposer des projets concrets. Alors, on vous parlait tout à l'heure de l'Europe de la défense, mais effectivement, c'est un sujet extrêmement important. On le voit par exemple avec la Hongrie. Vous parlez de la Hongrie. La Hongrie a une approche extrêmement transactionnelle, en fait, finalement, de sa vision à l'Union européenne. Effectivement, beaucoup de déclarations de tonitruantes. On peut rapprocher aussi la Slovaquie de M. Fico, hein, qui sont tout à fait prêts à dire que la Russie, c'est très bien et que l'Europe, c'est très très mal. Mais en fait, dans les faits, concrètement, tout le monde vote les trains de sanctions parce qu'il y a de l'argent de l'Union européenne à récupérer derrière. Donc on peut tout à fait approcher ces personnes-là, et c'est d'ailleurs ce qu'essaie de faire le président Macron via notamment le nucléaire avec la Hongrie, pour leur dire finalement, bon, vous prenez vos postures très bien, mais dans le fond, en fait, vous avez tout intérêt à rester dans le bateau pour toucher des subsides de l'Union européenne et éviter de fracturer complètement l'Union européenne, et donc surtout sur les décisions, on a besoin de l'unanimité. Donc il est possible, en fait, sur certains projets, donc voilà, le nucléaire avec la Hongrie, on peut parler, on va en parler, je pense, tout à l'heure, de l'aspect politique de défense, peut-être même le parapluie nucléaire. Ce sont des choses, en fait, sur des postures où, effectivement, si on veut, et je pense qu'on a un moment diplomatique où le retrait américain réel, et depuis qui va, à mon sens, s'accélérer, et d'autant plus chaotique avec Donald Trump, fait qu'il y a une opportunité extraordinaire qui s'ouvre pour l'Union européenne et pour la France, qui a toujours porté ce message d'indépendance stratégique, d'autonomie stratégique, qui a la capacité militaire aussi, nucléaire, capacité de projection de puissance. Donc effectivement, on a une certaine légitimité à pouvoir porter ce message, on a une certaine légitimité à pouvoir apporter aux autres États européens justement une partie des garanties que leur apportaient les États-Unis jusqu'à présent et qu'ils recherchent. Hein. Les Polonais, les Baltes, les Allemands ont désormais une posture beaucoup plus ouverte par rapport à ça. En revanche, je pense qu'il faut juste éviter effectivement le côté arrogant. Et dernier point, je pense qu'il faut aussi complètement retravailler notre stratégie de communication, on va dire à l'international et notamment auprès des populations. Je suis assez frappé, par exemple, mais c'est vrai pour toute l'Union européenne, hein, lorsque vous allez dans les pays d'Europe centrale ou même dans les États qui bordent, on va dire, l'Union européenne, il y a très peu de communication sur ce que fait l'Union européenne en termes d'investissement, en termes de soutien à la société civile, contrairement à d'autres pays. Vous allez par exemple dans les Balkans, vous verrez que partout, il y a des affiches pour la Turquie, disons la Turquie a reconstruit ceci, a reconstruit une mosquée, a reconstruit une route. Vous allez, l'exemple, les intervenants ne sont pas là, mais la Russie, c'est typiquement ça en Afrique. On s'est laissé complètement manger, en fait, au niveau communication par la Russie en Afrique. On a été incapable de justement contrer ce message de la France néocolonialiste en Afrique et justement adopter des stratégies de communication qui permettraient de mettre en avant les projets sur lesquels on bosse concrètement. Ça, je pense que ça permettrait aussi justement de participer, on va dire, au rayonnement de la France et de participer de notre offensive diplomatique pour prendre un peu de leadership, mais en accompagnant les autres pays. Merci beaucoup. Monsieur Védrine, si vous voulez prendre la parole. Donc, belle intervention. Merci. Alors, j'aimerais rajouter 2-3 choses à ma présentation, parce que je pense que la diplomatie, c'est une histoire de relations humaines, et là je suis d'accord avec ce que tu dis, relations humaines et de contact.
bon, j'ai vécu en Russie pendant 2 ans, enfin, de 2010 à 2012, je faisais des voyages entre Paris, Moscou et Omsk en Sibérie. Et après, j'ai décidé de vivre pendant 10 ans à Kiev. Et j'ai participé à la révolution de Maïdan. Donc, pendant l'année fin 2013-2014. Et j'étais à l'époque conseiller politique du président du Comité économique et social européen à Bruxelles sur l'affaire ukrainienne. Et la France, alors après, on parlera de l'Ukraine, on va parler de la Russie, on va parler de tout ça. La France, si la France doit s'engager dans une diplomatie, je dirais, on a parlé d'incohérence ce matin, elle doit revenir à l'essentiel qui est le rapport humain, d'amitié, ou au moins de respect. Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure et ce que tu viens de dire. Ce rapport-là passe par le respect de la personne qu'on a en face de soi et arrêter une arrogance, je dirais, ethnocentrée, je dirais ce que Hubert Védrine appelle l'irréalisme, à savoir l'universalisme, mais en fin de compte mal adapté, qui est une prétention. Il faut se mettre maintenant dans une diplomatie qui ne soit plus, si vous voulez, une diplomatie qui a été longtemps du faible au fort, puisque l'Occident a eu le leadership, il ne l'a plus. Alors, tu as parlé d'apolarité, c'est ça? Moi, je pense je suis d'accord, mais on est en recherche de nouvelles polarités. Et ça, c'est le problème. Alors, comment la France peut redynamiser sa diplomatie? Je dirais, alors je vais vous parler du terrain. Quand vous êtes en Ukraine, en Russie, au fin fond de la Sibérie ou dans le Caucase, que vous parlez à des Dagestanais, des Tchétchènes, des Azéris, ou des Géorgiens, ou des gens d'Ukraine, la France reste quand même un grand pays. Et la relation, on a un capital sympathie historique de ce qu'on est, qui doit et reste à exploiter. Si on joue, et c'est pas que la francophonie, la France est autre chose que la francophonie, c'est un pays avec une histoire, on a parlé de Gaulle, de notre politique, je dirais, arabe au Moyen-Orient, mais à cette époque-là, nous avions une politique claire, nette, précise, qui ne changeait pas au gré du vent, on pourrait dire, un non-alignement sur les États-Unis. Moi, je situe le point de bascule de la diplomatie française à l'époque sarkozyste, quand on s'est réaligné en réintégrant le commandement intégré de l'OTAN. Mais si on repart à ces fondamentaux, ce qui était en fin de compte, ce qui a toujours été la politique de la France, à savoir être indépendante, là, la diplomatie française, qui est actuellement quand même dans un certain essoufflement, peut tout à fait renaître. Quand vous parlez à des Kirghizes, des Ouzbeks, des Tadjiks ou des Tchétchènes, dans des réunions, vous avez parlé, je fais partie du club démocratique russe, d'opposition russe, on a des réunions qui concernent tous les opposants de toute l'ex-URSS. Donc nous avons des gens du Caucase, nous avons des gens de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine, de Moldavie, etc. Et la France est attendue. Hier, je reçois un coup de téléphone du président de l'Assemblée des peuples du Caucase, qui est tchétchène, et qui dit « Mais qu'est-ce que la France peut faire pour le Caucase ?» La France, elle est attendue, c'est au moins déjà ce mérite. La France est attendue partout. Là, j'ai écrit dernièrement, vous pouvez le voir sur Internet, une tribune pour la Tribune de Genève, une chronique mensuelle que j'ai depuis 2017, sur Trump, une chance pour l'Europe. C'est effectivement pour la France aussi la chance de devenir un leadership en Europe,
par cet esprit d'indépendance que nous avons toujours eu et que nous avons un peu oublié, aussi par cette défense européenne et cette Europe puissance que nous avons défendue pendant de longues années et qui nous ont valu certaines fois, je dirais, les doutes de nos amis d'Europe de l'Est, notamment de la Pologne. J'étais en Pologne la semaine dernière et la Pologne, dans une conférence, je leur citais l'exemple du général de Gaulle, de l'indépendance stratégique, etc., etc. Alors c'est vrai que ça leur fait un peu mal, là, parce que bon, eux, ils ont acheté américain, ils se sont toujours alignés sur les Américains. Et maintenant, ils s'aperçoivent que dans cette nouvelle configuration, la politique française, je dirais de la France éternelle, si on peut dire, elle avait raison. Donc, je pense qu'il faut recentrer la France sur ses intérêts. Là, on va faire de la politique réaliste. Quels sont les intérêts de la France ? Et les intérêts de la France, ce n'est pas simplement une politique dans l'humanitaire, ce n'est pas simplement de s'aligner automatiquement sur une puissance dominante. La politique de la France, c'est la politique de la France. Quels sont nos intérêts ? Et nos intérêts, il va falloir, on sait que seul on ne peut pas faire grand-chose, il va falloir les intégrer dans l'Europe. Et la chance pour la France, et la chance pour l'Europe, la chance pour la France, c'est d'avoir l'Europe, et la chance pour l'Europe, c'est d'avoir la France. Alors, dans cette configuration-là, moi je crois, et j'ose espérer, qu'il y aura un axe Paris-Berlin. On a déjà vu les interventions du nouveau futur chancelier allemand, et de la Pologne avec Donald Tusk, qui est en train de changer sa vision du monde. Donc, nous avons, à mon avis, si nous revenons aux fondamentaux de l'État-puissance, et fondamentaux historiques de la politique française, on a toutes les chances d'arrêter l'essoufflement de la diplomatie française. Merci beaucoup. On va passer à une autre question sur les perspectives d'avenir. Donc, face à une Europe en recomposition, marquée par un partenariat franco-allemand fragilisé, le Brexit et une diplomatie française parfois perçue en retrait sur le dossier ukrainien, quelle stratégie concrète la France devrait-elle adopter pour éviter un déclassement progressif et maintenir une position centrale dans les décisions européennes de demain ? Je vais reprendre la parole. Oui, Vas-y. Je pense que, comme tu l'as dit très justement, on est vraiment dans un tournant stratégique, il y a un momentum qui se crée. L'arrivée du nouveau chancelier allemand Merz, la présence de Donald Tusk, alors à voir avec les élections présidentielles en Pologne au mois de mai, mais en tous les cas, un chef de gouvernement en Pologne pro-européen. Il y a effectivement, se reconstitue le triangle de Weimar très pro-européen. Et donc effectivement, ça peut servir de moteur, on va dire, à relancer, on va dire un petit peu, non seulement l'Europe, mais aussi la place de la France dans l'Union européenne, avec, je rajouterai à ce triangle de Weimar, le UK qui, bien que sorti de l'Union européenne, effectivement revient par la porte de la défense, enfin par la fenêtre de la défense, pour justement construire une espèce d'architecture de sécurité européenne à même de, alors pas remplacer, parce qu'on ne remplacera pas les Américains, mais de compenser en tous les cas certaines des craintes de la part des pays, on va dire sur le front, la ligne de front à l'Est, et potentiellement, effectivement, à moyen terme, de proposer une alternative crédible, on va dire, ou au moins ce qu'on va appeler un pilier européen de l'OTAN. Donc la France est complètement légitime, comme tu l'as dit, parce que c'est le discours que l'on a toujours porté sur l'indépendance stratégique. On a des capacités de projection de puissance. On l'a fait en Afrique pendant de très nombreuses années. On le fait encore actuellement en Estonie, en Roumanie. C'est très apprécié de la part des Baltes et des Roumains. Donc il y a, voilà, les Anglais ont aussi cette capacité stratégique nucléaire qui les rend aussi crédibles. On pourrait tout à fait envisager une solution où effectivement les Français pourraient accentuer en fait finalement cette posture, par exemple en position des Mirages, un peu plus à l'est. Alors pas forcément avec des capacités nucléaires, mais le fait simple de positionner les vecteurs, en fait, en tout cas les porteurs de vecteurs, c'est une façon aussi de rassurer nos partenaires et de faire comprendre que le parapluie finalement français pourrait potentiellement s'étendre à l'ensemble de l'Europe. Donc c'est typiquement par ce genre d'action concrète aussi que l'on renforce la position de la France et la crédibilité de son message. Il va forcément aussi y avoir, on l'a vu dans ces discussions avec l'Union européenne, avec ces fameux 800 milliards, alors c'est plutôt 160 véritablement, engagés par la Commission, mais il va falloir très, très probablement construire, ou en tout cas renforcer une Europe de la défense. Ça va passer par des programmes très concrets, et ça va aussi passer, du point de vue d'une position française,
par le fait qu'il va falloir accepter, je pense, que tous les programmes ne soient pas lidés par la France. On l'a vu sur l'exemple du SCAF, donc l'avion de chasse du futur. Les collaborations sont des fois extrêmement compliquées. Alors les torts sont partagés entre les Allemands et les Français, mais très concrètement, on voit que côté français, c'est des fois difficile d'accepter le partage de technologies, d'accepter le non-leadership de la France sur des technologies sur lesquelles on a une expertise. Et il est très probable que dans le cas de ces projets d'Europe de la défense, on soit désormais soit des junior partners, où on apporte notre expertise, mais on n'a plus le leadership, ou alors des projets où on sera peut-être même simplement, voilà, on participera, mais sans véritablement apporter de vraies valeurs ajoutées, mais on bénéficiera, on aura certains des dividendes. Donc je pense que c'est aussi voilà, un changement de posture de la France qui, finalement, devra jouer collectif, en fait, pour la faire simple, prendre parfois le capitanat, mais parfois simplement être joueur de champ et suivre un petit peu à la baguette d'autres pays. Bon, on peut citer le UK en dehors de l'UE, mais il prendra probablement le leadership sur certains projets. On peut penser à l'Italie et bien évidemment l'Allemagne. Donc je pense que par ce genre d'initiative très concrète, on peut tout à fait, et en s'appuyant sur certains de nos partenaires, on peut tout à fait reprendre du leadership. À cet égard, je pense que la réunion qui a eu lieu hier avec les chefs d'état-major donc à Paris, c'est aussi une façon de montrer que la France prend très au sérieux les problématiques de la guerre en Ukraine et de la réassurance, parce qu'on ne va pas se mentir, de la durée de la paix en Ukraine et de la capacité des Européens à se projeter pour assurer la sécurité de l'Ukraine, parce que ce n'est pas les Américains qui le feront, va beaucoup dépendre en fait de la sécurité de l'Europe en elle-même. Et je dirais vice-versa, c'est-à-dire que l'Ukraine, potentiellement, si elle est solide, garantira en fait la sécurité du flanc nord en fait, de cette frontière avec la Russie, puisque la Russie, très clairement, tant qu'elle sera bloquée en Ukraine, ne pourra pas se permettre de projeter ses forces ailleurs. En tout cas, à court terme, c'est irréaliste. Donc effectivement, si la France est capable de proposer avec certains pays moteurs comme le UK, peut-être le Danemark, une force, on va dire, qui va aller sur le terrain, parce qu'il faudra en passer par là, aller sur le terrain, là, en fait, ça montrerait finalement à l'ensemble des pays européens qu'on est extrêmement sérieux, qu'on n'est pas simplement dans le discours, dans la posture, qu'on est capable de prendre des véritables actions. Et donc, effectivement, ça ne fera que renforcer la position de la France et ça permettra de capitaliser sur cette espèce d'opportunité historique. Tu l'as dit très, très justement, Donald Trump accentue, on va dire, un pivot vers l'Asie qui avait été lancé par Barack Obama. Je pense que pendant très longtemps, on avait refusé de le voir. On s'était dit que la présence des États-Unis serait immuable. C'est plus du tout le cas. J'étais, pour information, hier dans une conférence au PDSF qui portait sur la mer Noire. Des États riverains comme la Bulgarie, la Roumanie, qui, depuis finalement leur indépendance, ont toujours basé leur protection beaucoup plus sur la présence de soldats américains, notamment à Constanța, en Roumanie, que sur une éventuelle présence de l'Union européenne. Cette posture a complètement changé. Même les Turcs, qui avaient une posture un petit peu, on va dire, de jouer la carte solo, pour la faire simple, en mer Noire, comprennent désormais que seule la collaboration pourra leur permettre d'assurer la sécurité, de repousser la menace russe, en tout cas de faire du containment. Et donc finalement, il y a une volonté, il y a un espoir de collaboration, je pense. Tous les États européens comprennent qu'il faut faire de la collaboration pour arriver à assurer sa sécurité. La France a une légitimité historique à être un partenaire très sérieux de la sécurité, mais ça va passer par des projets concrets et par ce qu'on disait tout à l'heure, un abandon d'une posture d'arrogance et simplement vraiment être désormais plus dans le partenariat, quitte à être le junior partner quand il le faudra. Merci beaucoup. Monsieur Védrine. Alors, par rapport au couple franco-allemand fragilisé, je pense que là, l'élection du nouveau chancelier est plutôt favorable pour le ressouder. La crise ukrainienne aussi nous a montré clairement l'impératif d'avoir un nouveau couple franco-allemand qui s'étendra maintenant, je dirais, sur un axe Paris-Berlin-Varsovie. Le Brexit, effectivement, si vous parlez à des Britanniques connaissant bien, ayant été reçus en 2023 à Westminster, j'ai discuté avec des parlementaires britanniques et tous ne peuvent pas le dire, mais le Brexit est une erreur. Et pour eux, la défense européenne, c'est la porte pour revenir dans l'Europe, justement. Et ils vont l'utiliser au maximum. Et ils veulent l'utiliser. Donc maintenant, à nous de les utiliser aussi. Et on ne pourra pas faire de défense européenne sans les Britanniques.
il y a deux armées, grosso modo, qui tiennent un peu le choc. C'est l'armée britannique et l'armée française, avec une armée qui est montée en puissance, c'est l'armée polonaise. L'armée allemande, bon, il y a encore de la marge pour qu'elle soit à niveau. Il y a aussi l'indépendance stratégique nucléaire française. Pour l'Angleterre, il y a quand même quelques problèmes par rapport à la mise en place des Américains, de l'arme nucléaire anglaise. Mais véritablement, le dossier ukrainien a réveillé l'Europe. Il y a deux choses qui ont réveillé l'Europe. Il y a Poutine et sa guerre en Ukraine et l'élection de Trump. Mais là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, ça a commencé avec Obama. Trump, c'est quoi Trump? C'est une gifle, mais c'est comment dire, les démocrates de la politique américaine anesthésiaient petit à petit l'Europe. Trump, grosso modo, il n'anesthésie pas. Voilà, il dit ce qu'il en est. Non, nous, ça ne nous intéresse plus. L'Europe, bon, bah, vous êtes effectivement plus notre objectif numéro un. Notre objectif numéro un, c'est la Chine. Alors, il le dit avec ses mots, avec sa façon de faire, etc. Mais c'est clair et net. Et on a gagné peut-être des années. Si les démocrates avaient été élus, ça serait encore l'anesthésie locale. Eh ben non. Là, on a Trump, et je pense que c'est une chance de réveil de l'Europe. Et de l'Europe de la défense, et de l'Europe tout court. Je suis de près, bon, vous savez, les informations en Russie. Effectivement, la Russie, elle n'est pas en si bonne santé que ça. Et un cessez-le-feu ou un abandon momentané des combats ne servira pas simplement à l'Ukraine et n'est pas simplement attendu en Ukraine, mais aussi en Russie. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que Trump va négocier. Il va sans doute avoir une partie des terres rares, mais c'est aussi nous, les Européens, à rentrer dans le jeu aussi on demande une partie. Il faut être aussi réaliste. Il va dire, bah, c'est un problème européen, donc vous envoyez vos troupes. Et on a intérêt de les envoyer, les troupes. Parce qu'il va falloir fixer la Russie dans le Donbass et en Ukraine. J'étais en Estonie en automne, j'ai donné une conférence sur la politique étrangère française au Collège défense de la Baltique, c'est une institution accréditée OTAN. Là aussi, ils ont très peur d'être les prochains sur la liste. Et si on veut empêcher, je dirais que la Russie rejoue une attaque sur un autre point européen, il va falloir les fixer en Ukraine. Et les fixer en Ukraine, c'est nous. Poutine n'est pas éternel, la politique russe a une continuité, mais ayant enseigné à Lomonosov avant la crise ukrainienne, ayant voyagé un peu en Sibérie, je peux vous dire que les Russes rêvent d'être européens, d'aller à Paris, et ils se sentent européens, ils ne se sentent pas du tout chinois. Cette crise, effectivement, les a rapprochés de la Chine, mais l'objectif de la Russie, c'est quand même l'Europe, depuis Pierre le Grand et bien avant. Donc, il va falloir aussi là qu'on joue un jeu à la fois d'un rapport de force réaliste, en disant on a le moyen de t'en mettre une, grosso modo, à Poutine, tu as aussi les moyens de le faire, mais on est sur le même continent. Et je pense que du moment que vous êtes dans un rapport de force constructif, c'est ce qu'avait fait De Gaulle avec l'URSS. Il a dit bon, ben, c'est très simple, vous avez l'arme nucléaire, on l'a, alors soit on finit tous ensemble hein, et c'est terminé, soit on discute. Ben voilà, et ça les Russes y comprennent. Et ramener la Russie vers l'Europe, c'est très important pour l'avenir de l'Europe, de ramener la Russie vers l'Europe. Et c'est en montrant notre force, c'est en étant ferme, en étant décidé, que nous gagnerons cette bataille contre Poutine et contre je dirais, le néo-impérialisme russe. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons maintenant passer à des questions un petit peu plus courtes et je vais laisser Roméo pouvoir entamer ces questions. Merci beaucoup Juliette. Alors,
Première question, suite au discours du président de la République qui a énoncé récemment dans ses discours les termes de dissuasion et de défense commune européenne, pensez-vous que la politique étrangère française doive prendre un nouveau tournant ? En effet, en se penchant sur l'histoire, nous avons constaté que la position française a généralement favorisé une défense collective au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, en fonction des événements, pensez-vous que ces objectifs soient toujours viables et réalisables ? Je pense, en fait, si on s'intéresse à la partie nucléaire de la chose, les intérêts vitaux de la France n'ont jamais été limités, en fait, à l'Hexagone. Pour le coup, même dans la vision gaulliste des choses, le Benelux, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, étaient considérés comme des intérêts vitaux, puisque, pour la faire simple, si des chars arrivaient en Allemagne de l'Ouest, ils n'avaient pas beaucoup plus loin à aller pour aller en France. Donc effectivement, c'est juste qu'on étend un petit peu cette vision des choses. Pendant très longtemps, je pense que ça a été très compliqué de franchir ce pas, pour plusieurs raisons, parce que je pense que pendant très longtemps, soyons honnêtes, l'Europe centrale s'était vue comme une partie un petit peu inférieure de l'Europe, en tous les cas dans certains cercles en France. Donc effectivement, pas besoin de les protéger puisque ça ne nous concerne pas trop. Et puis une sous-estimation très claire de la menace russe qui a fait qu'effectivement la question finalement ne se posait même pas dans certains cercles du pouvoir puisqu'il n'y avait pas de menace. Désormais, je pense que tout le monde a pris conscience que la menace était réelle. Et donc effectivement, je vois ça plus comme un prolongement et comme une mise à jour un petit peu de notre posture en termes de défense et d'autonomisation de la défense et du coup de protection de nos intérêts vitaux, plutôt que comme une véritable révolution. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça que c'est vu aussi par les cercles militaires. Je sais pas si... Oui. Monsieur Védrine, si à ce sujet, voilà, sur la viabilité, enfin le caractère réalisable vraiment de concrétiser une défense européenne commune. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais cette défense européenne commune, elle s'intègre aussi dans le traité de Lisbonne. Hein. Elle s'intègre dans le concept des groupes de combat de 10 000 hommes. Au départ, c'était, je crois, il y avait 6 groupes de combat qui étaient prévus de 10 000 hommes. Avec plus les chiffres en tête. Donc ça faisait 60 000 hommes projetables. Voilà. Moi, je dirais que maintenant, il faut associer à cette Europe de la défense la première armée européenne, qui est l'armée ukrainienne. Parce que l'armée ukrainienne, elle s'est battue, elle sait comment on se bat, dans un conflit à haute intensité que nous n'avons pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que dans cette défense européenne, il va falloir l'élargir à l'Ukraine et intégrer l'Ukraine dans les armées, si on peut dire, européennes. Alors vous allez me dire, ça va faire peur à la Russie. Bah oui, bien sûr. Mais c'est que comme ça qu'on peut négocier. Donc, je vous le dis, la mentalité russe, que je connais très bien, elle est très claire. C'est Lénine. C'est essayer à la baïonnette. Si c'est mou, j'avance. Dès que ça commence à être dur, j'arrête. Et pour l'instant, on est mou, donc il avance. Si demain, on est clair, net et beaucoup plus dur, dans notre défense, effectivement nucléaire, mais De Gaulle l'avait dit, tu l'as bien dit, que la dissuasion nucléaire française ne comprenait pas que l'Hexagone. Mais je pense que si on veut être clair et net et bien défendre l'Europe, il faut aussi intégrer l'armée ukrainienne dans notre dispositif. Voilà. Si je peux juste me permettre de rebondir là-dessus, c'est vraiment un élément fondamental. L'armée, effectivement, la seule armée qui est capable de mener une guerre de haute intensité moderne aujourd'hui, c'est à peu près l'armée ukrainienne, hein, soyons honnêtes, en Europe. Même les Américains, en fait. Il faut bien comprendre que désormais, lorsqu'il y a des formations qui sont données par les Britanniques, les Américains, les Européens, à l'armée ukrainienne, cette formation va vraiment dans les deux sens. Hein, l'utilisation massive des drones, que ce soit au niveau terrestre, maritime, la capacité justement à aussi faire de la guerre électronique, ce sont des choses qui sont testées en temps réel sur des boucles de OODA très très courtes en Ukraine. Et donc effectivement, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, soyons honnêtes. Les drones qui ont été développés même par les Américains sont des drones qui répondent à un autre type de guerre, probablement plus pour courir après des pick-up dans le désert. Donc du coup, en fait, effectivement, ce retour d'expérience ukrainien, il fait probablement gagner des dizaines d'années en fait aux armées européennes et donc c'est vraiment et américaines même. Et donc c'est vraiment fondamental effectivement d'intégrer
l'Ukraine. Il ne faut pas envisager finalement que ça va aller que dans un seul sens. Les Européens vont protéger l'Ukraine et ça va nous coûter extrêmement cher et ça va durer extrêmement longtemps. Il faut bien envisager effectivement la réciproque, qui est que l'Ukraine va participer à la sécurité de l'Europe en permettant à nos armées de s'améliorer tout simplement, d'être capables de faire des guerres modernes et aussi effectivement, comme tu le disais, de fixer la Russie à long terme. Et pour le matériel, un obus russe, c'est 400-500 $. Un obus occidental, c'est 3 000 à 5 000 $. Donc il va falloir qu'on commence à produire moins cher. Quand j'étais en Ukraine, on est caché à la frontière. Je suis parti début mars 2022 et puis on m'a caché dans les Carpates, dans une maison isolée. Et il y avait des imprimantes qui tournaient à 3D jour et nuit. Qu'est-ce qu'elles fabriquaient? Des ailerettes pour pouvoir larguer les grenades à partir des drones qui coûtaient 200 $, que les Ukrainiens achetaient sur Amazon ou ailleurs, et qui démontaient comme ça les chars légers, etc. Donc, si vous voulez, et nous, on est avec des drones qui des milliers d'euros. Voilà. Des centaines, même des millions. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut qu'on repense tout à fait. La guerre, si vous voulez, il ne faut pas dépenser un missile à $1 million pour arrêter un drone qui en vaut quelques centaines ou quelques milliers. Sinon, on a perdu la guerre. Voilà. Donc, il faut qu'on revienne à du rustique, à de la masse et à de la technologie. Vous parliez d'inclure l'Ukraine dans la défense européenne. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans un futur proche, à un élargissement significatif de l'UE ou à une réforme de ses institutions? Et comment la France pourrait-elle maintenir sa place historique ou même obtenir un nouveau leadership face à cette nouvelle dynamique avec une Europe repensée et transformée? L'élargissement de l'Europe, c'est un peu la martingale. Hein. Ça fait quand même très très longtemps qu'on en parle. Je pense qu'il y a eu un shift, il y a eu une vraie modification de l'élargissement, de la façon d'envisager l'élargissement de l'Union européenne. On est passé, je pense, probablement plus dans ce qui s'est passé dans les années, notamment l'élargissement à l'Est au début des années 2000, où on n'était plus sur une communauté de valeurs et une idée de se dire finalement on intègre des pays qui respectent peut-être pas à la lettre l'ensemble des critères, mais grosso modo ont une communauté de destin, partagent nos valeurs et finalement vont apprendre en marchant et il y a des opportunités économiques pour tout le monde. Je pense qu'à partir du milieu des années 2000, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus bureaucratique, où finalement il y avait une vraie crainte en fait d'intégrer de nouveaux pays, soyons honnêtes, parce qu'on avait peur que ça nous déstabilise. Enfin nous, les Européens qui étaient déjà dans le cercle. Et donc du coup, effectivement, on a fait traîner les choses et ça a été d'ailleurs extrêmement mal vécu. Par les Géorgiens, par d'autres, les Turcs en partie. Mais donc effectivement, tous ces pays-là qui sont, même les Balkans, surtout les Balkans d'ailleurs, qui sont un petit peu sur un strapontin depuis 15 ans, effectivement le vivent extrêmement mal. Et je pense qu'il faudrait complètement repenser en fait cette façon de faire. Et on voit bien, il y a une volonté d'Europe, il y a des manifestations encore en Serbie ces derniers jours de gens qui justement veulent avoir... Alors, l'Europe, parce qu'elle représente l'état de droit, parce que beaucoup de choses. Et donc, effectivement, repenser cette façon de faire, être moins bureaucratique, peut-être un peu plus sur les valeurs, revenir un petit peu à l'idée essentielle de l'intégration européenne. Je pense que c'est fondamental. Après, il faudra effectivement revoir nos façons de travailler. Il est déjà clair, avec des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, que c'est très compliqué d'arriver à l'unanimité. On est sur toujours des espèces de négociations de marchands de tapis. Et donc, effectivement, il faudra probablement repenser. Il y a sans doute certains sujets où certains pays vont vouloir avancer, peut-être des clubs un peu plus fermés. On le voit ne fût-ce que sur le déploiement d'une force de paix en Ukraine. On voit avec certains pays, il va y avoir une espèce de coalition of the willing, en fait, certains pays qui sont prêts à y aller et d'autres pas. Je pense que sans vous arriver à une Europe à plusieurs vitesses, on va probablement, une des façons d'avancer, à mon humble avis, ce serait sans doute, sur certaines thématiques, d'avoir des pays qui sont peut-être moteurs, qui sont prêts à avancer, et d'autres qui rejoignent peut-être le bateau un peu plus tard, mais qui n'empêchent pas en tous les cas les choses d'avancer. Je pense que c'est une bonne façon de faire. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ok. Alors, bien sûr, pour l'Ukraine, vous comprendrez bien que je suis plutôt favorable à une intégration rapide, avec un dossier spécial sur l'agriculture. Connaissant bien l'Ukraine, ça serait un désastre pour l'agriculture française notamment, si on ne prépare pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sans s'occuper de l'agriculture. Bon, je viens d'Auvergne, je peux vous dire qu'on ne sera pas très content chez moi si je dis qu'il faut intégrer l'Ukraine avec toute l'agriculture. Voilà. Donc le problème agricole est important. Mais il va falloir l'intégrer, cette Ukraine. Il va falloir l'intégrer, ça fait partie de la stratégie de maintenir la Russie
donc pour qu'elle arrête d'agresser. Maintenant, là, c'est l'administrateur de l'association Jean Monnet qui vous parle. Il faut unir les hommes et pas les États, ce que disait Jean Monnet. Et je pense que le problème de Bruxelles, et ça bascule, c'est 2005, il y a eu trop de Bruxelles et pas assez d'Europe. Il faut reprendre le projet européen à la base. On unit des peuples, des gens. On n'unit pas des bureaucrates, des technocrates à Bruxelles. Et je pense que là, il y a véritablement une dérive technocratique, bureaucratique de Bruxelles, avec gérer le point culminant, ça a été l'affaire, le Covid, où tout était technocratique, quoi. On a l'impression que les gens sont des numéros. Donc voilà, donc là aussi, l'Ukraine nous fait repartir à l'essentiel. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Où voulons-nous aller ensemble? Et là, si vous voulez, c'est pas le bureau administratif du deuxième couloir à droite à Bruxelles qui va répondre à la question. Quand j'étais sur Maïdan et qu'on a fait cette révolution, il y avait des drapeaux européens et ukrainiens. Okay, il y avait aussi des drapeaux géorgiens, il y avait aussi des drapeaux arméniens, il y avait même des drapeaux russes de l'opposition russe, vous voyez, qui ne sont pas les mêmes que les drapeaux russes, enfin, ils sont bleus et blancs. Et si vous voulez, ils voulaient tous aller vers l'Europe, mais ils ne veulent pas d'une Europe soviétique, bureaucratique. Ils veulent une véritable Europe qui unit les peuples. Donc, si on veut réussir ce chantier, qui est le chantier européen, on n'a pas le choix. Si on veut éviter des dérives souverainistes chez nous, on n'a pas le choix. Il faut réhumaniser l'Europe. Alors, c'est ce que je dis tout le temps et dans mes articles et mes interviews, moins de Bruxelles, plus d'Europe. Bruxelles, actuellement, c'est, grosso modo, ça va devenir l'anti-projet pour les pro-européens, à la limite. Maintenant, il faut qu'on revienne à l'essentiel, à l'homme. Et c'est tout le problème. On revient à la diplomatie française, et à l'essoufflement. C'est l'essentiel, c'est les relations humaines, l'humanisme, les relations que vous allez avoir avec la personne que vous avez en face, avec qui vous allez négocier. Et le projet européen, c'est d'abord un projet d'unir des peuples, et ce n'est pas un projet de fabriquer des fonctionnaires à Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une question du public, s'il y en a une. Ouais. Bonjour, merci. Vous avez mentionné la Turquie à un moment. Quelle peut être la relation, ou doit être, la France, l'Europe avec la Turquie? Est-ce qu'elle peut faire partir de l'Europe ou est-ce qu'elle joue ses cartes solitairement? Alors, effectivement, la diplomatie de Recep Tayyip Erdogan est effectivement très, très auto-centrée et pour le coup très, très pragmatique, c'est une évidence. Est-ce que la Turquie peut être dans l'Europe? C'est une vaste question. Je ne suis pas même certain que Recep Tayyip Erdogan le souhaite, pour être tout à fait honnête. Mais par contre, il y a une vraie perception, pour le coup, que les enjeux stratégiques vont désormais nécessiter pour les Turcs de faire des partenariats véritables avec les pays, notamment autour de la mer Noire. Bulgarie, Roumanie, il y a déjà des contrats d'armement notamment qui sont signés entre les Roumains et les Turcs, des contrats relativement substantiels. Donc il y a quand même une perception. Alors je pense pas, enfin pour répondre à votre question, je ne sais pas si la Turquie va rentrer dans l'Europe demain. Je ne pense pas. Encore une fois, je suis même pas sûr que ce soit dans l'intérêt de M. Erdogan. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de partenariat des deux côtés de la mer Noire. Et ça, pour le coup, ce momentum, je pense qu'il faut l'exploiter. Il y a effectivement une volonté, et on le voit même en Syrie, il y a un certain alignement parfois voilà, on va dire d'aspects géopolitiques au Moyen-Orient avec les Turcs qui peuvent faire sens. Et donc effectivement, exploiter ça. Peut-être un petit peu moins, on va dire, sur les grands principes et peut-être un peu plus pragmatique. Je pense que c'est quelque chose qui parlerait aussi à M. Erdogan et donc effectivement avancer sur des projets concrets. On ne pourra pas faire la sécurité en mer Noire sans les Turcs. C'est eux qui détiennent les clés au sens propre, au sens figuré. Et même au Moyen-Orient, on voit bien qu'effectivement la Turquie surfe un peu sur une vague un petit peu ascendante en ce moment. Et donc effectivement, se rapprocher de la Turquie d'une certaine façon, ça va permettre aussi de faire avancer l'Europe et notamment l'Europe de la défense. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, par rapport à la Turquie, j'y étais en septembre 2023. Ouais. Et j'ai donné d'ailleurs un cours, mais c'était avec quelques années, à l'université Atatürk en Anatolie.
Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense pas. Le président actuel, son but, c'est pas d'aller vers l'Europe. Par contre, c'est de se servir de l'Europe pour moderniser son économie, moderniser, je dirais, sa société, dans les limites de la tolérance d'un gouvernement conservateur. Maintenant, on ne peut pas se passer de l'armée turque. Hein? Donc là aussi, comme pour les Britanniques, on peut utiliser la défense pour pouvoir avoir une coopération renforcée avec la Turquie sur ce problème de défense et sur d'autres problèmes. La Turquie, bon, elle va voir, elle se rend compte que les États-Unis, bon, s'éloignent un peu du continent européen. Et là, il faut saisir la chance de voir ce qu'on peut faire avec la Turquie. Mais je vous le répète, moi, les Turcs que je connais, même les kémalistes, qu'il en reste encore quand même, le but, c'est pas d'aller vers l'Europe, mais c'est d'être proche de l'Europe. Donc, ça, c'est clair. Ils ont tout à fait conscience d'être une puissance importante, un pivot de la zone. Ils sont plutôt maintenant, et là, ce matin, ça a été abordé, ils regardent plutôt vers l'Asie centrale. Aussi, ouais. Voilà. Là, l'Asie centrale est pour eux un enjeu. Le monde turcophone, en fait. Voilà, le monde turcophone, même voire une union un peu dans le monde turcophone, plutôt qu'une union avec l'Union européenne. Et peut-être juste un dernier point, à ce titre, justement, les déclarations faites par les Turcs sur notamment la possibilité d'envoyer des troupes en fait, en Ukraine, c'est aussi une main tendue. Donc je pense assez habile d'avoir invité le SEMA turc hier à Paris. Moi, quand j'étais en Ukraine, on avait les Tatars de Crimée avec nous. En plus. Les Tatars de Crimée sont turcophones. Ils étaient avec nous à la révolution de Maïdan. Ils sont partie prenante de l'Ukraine. Donc, et les Tatars de Crimée sont soutenus par la Turquie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps de prendre une seconde et dernière question dans le public. En haut, en bas. C'est dommage. Il y a deux mains qui se lèvent, donc je ne sais pas. Mais... Oui, je peux y aller ? Vas-y. Alors, c'est concernant les intérêts de la France. Je veux savoir s'ils n'étaient pas en train de se diluer dans les intérêts européens. Je pense à un exemple en particulier, Ursula von der Leyen qui va signer l'accord sur le Mercosur juste après la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Merci. Vaste sujet. Le Mercosur, c'est... Alors effectivement, tout dépend par quel prisme on le prend. Si on le prend par le prisme agricole, effectivement, on peut estimer que la France est un peu perdante. Si on le prend sur le prisme de l'industrie, c'est peut-être un peu plus discutable. Après, je pense que ce qu'il faut juste comprendre aussi, c'est que on est dans un monde où, à mon sens, désormais, on ne pourra... Il va être très compliqué, en tout cas, de faire confiance aux États-Unis sur tout un tas de sujets. On le voit qu'il y a une guerre commerciale qui se crée. Et du coup, ça ouvre une espèce de, à mon sens, potentialité de leadership européen. Ça peut paraître un peu paradoxal. Mais il y a quand même un certain nombre de pays, notamment en Amérique latine, qui n'ont pas forcément envie de basculer dans un monde où c'est un peu chacun pour soi et grosso modo celui qui a la plus forte armée qui gagne. Je pense qu'encore une fois en Amérique latine, dans l'ASEAN, le Canada, un certain nombre de pays africains aussi, sont encore toujours partisans de conserver un monde qui est basé un petit peu sur le libre-échange, sur la diplomatie. Et donc effectivement dans ce cadre-là, le Mercosur en fait, ça peut cet accord avec le Mercosur, ça peut permettre justement, alors même s'il y a effectivement des effets négatifs qu'on peut essayer de diminuer, mais ça peut participer justement d'essayer de maintenir en fait un espèce de niveau minimal de collaboration internationale et de constituer en fait finalement alors pas une alliance, mais dans tous les cas une collaboration pragmatique avec un certain nombre de pays qui partagent encore en fait notre vision du monde basée sur la diplomatie. Alors le Mercosur, effectivement, c'est pas une bonne opération pour l'agriculture française du moins. Mais comme tu le dis, il faut le prendre sous différents angles. Maintenant, le Mercosur, depuis l'élection de Trump, c'est bien. C'est un atout. Parce que le Canada n'a pas franchement envie de devenir 51e État. Je pense qu'il y a des pays d'Amérique du Sud qui, après l'expérience du Panama, aimeraient avoir d'autres partenaires. Donc l'Europe, là aussi, est attendue. Et je pense qu'il y a une carte à jouer pour pouvoir tendre la main à ces pays. Alors je disais, il y a une semaine de cela, je faisais une interview pour la télé canadienne et je leur disais, mais si vous voulez répondre par une blague humoristique à Trump qui vous propose d'être 51e État, faites une pétition pour rejoindre l'Union européenne.
Mais 28e État de l'Union européenne. voilà. Donc voilà, parce que ces pays-là ne veulent pas être sous la domination d'un président comme Trump. Donc l'Europe a une carte à jouer. Merci beaucoup, cher Ulrich Bouna et Olivier Védrine, pour ces riches interventions. Alors, au terme de cet échange, nous pouvons tirer quelques conclusions sur la place actuelle de la France au sein de ses partenaires européens et sur une probable évolution de celle-ci. Si j'essaie de résumer vos propos, sans les dénaturer, j'espère, nous constatons en effet que le poids de la France au sein de l'Union européenne s'est historiquement peu à peu dilué au fur et à mesure des vagues d'élargissement, notamment à l'Est, ainsi que les différentes réformes institutionnelles. De 6 à 27, et malgré une volonté commune de faire moteur qui a perduré avec l'Allemagne, le centre de gravité s'est un petit peu déplacé de Paris à Berlin, au moins jusque récemment, et tant que l'Allemagne affichait une prospérité économique inégalée. Dans le même temps, la réapparition des menaces à l'Est oblige des acteurs tels que la Pologne à s'affirmer franchement, nécessitant des compositions multiples, ce qui ne facilite pas a priori l'émergence d'un leadership clair. Et pourtant, au regard du vide béant causé par l'effacement irrésistible des États-Unis dans la sécurité européenne, les regards se tournent vers qui pourrait aider à le combler. Et alors, à la condition de savoir apporter aux pays d'Europe en quête de sécurité ce qu'ils souhaitent, sans les effrayer, et bien évidemment de s'en donner les moyens, c'est-à-dire afficher une volonté politique claire et stable, ainsi que joindre la parole aux actes dans un réinvestissement massif dans la défense, ce qui nécessite sans doute certaines réformes, la France a toutes les capacités pour affirmer sa position centrale au sein de la communauté des nations européennes. Elle pourrait tout à fait passer en position de leadership, au moins sur les questions de sécurité et de défense, lui assurant une voix rénovée dans le cercle européen. Elle devra toutefois prendre garde à ne pas laisser percevoir une volonté d'affirmer ses intérêts propres aux dépens de ceux de ses partenaires, sous peine de perdre sa crédibilité. Le continent européen, n'étant donc pas en reste face aux autres régions du monde quant au bouleversement actuel de la politique internationale, lui qui est sorti de ses certitudes de la fin de l'histoire après un réveil brutal, la France est placée ici aussi à un tournant dans sa politique européenne, tout comme l'UE elle-même quant à son organisation et son fonctionnement. Sa diplomatie, la diplomatie française, devra être inventive pour trouver des solutions répondant à ses objectifs. Encore une fois, un très grand merci à nos intervenants, cher Ulrich Bouna et Olivier Védrine, et cher public, pour votre attention et votre participation. Nous espérons que cette table ronde aura contribué à nourrir votre réflexion sur les défis que rencontre la diplomatie française au cœur même de notre continent. Et nous allons maintenant terminer notre colloque par une riche table ronde portant sur la situation de la France en Afrique, où nous aurons le plaisir d'écouter Marc-Antoine Pérouse de Monclos, et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et Madame Catherine Vitol de Winden, directrice de recherche émérite au CNRS et enseignante à Sciences Po. Merci beaucoup.